Ok. Euh, Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cet événement de GDG. Pour ceux qui sont nouveaux et pour ceux qui sont là depuis, on va essayer un peu de faire un petit récapitulatif sur ce qu'est GDG. Donc, GDG est le Google Developer Group de Libreville, donc la représentation du Google Developer Group de la compagnie Google, qui est, comme on le connaît, un mastodonte dans le numérique et le développement de nouvelles technologies et qui à son habitude, organise des événements sur le plan local à travers ses différentes filiales sur le numérique et sur les différents sujets qui animent l'actualité dans ce domaine. Et donc, aujourd'hui, au niveau des GDG, nous avons décidé de parler d'une technologie ou du moins d'un domaine qui est de plus en plus répandu et qui impacte notre vie tous les jours, si je peux dire ça par là, à travers la récupération, le traitement, l'analyse des informations que nous envoyons tout le temps sur Internet et qui s'appelle communément le Big Data. Et donc, pour nous parler aujourd'hui du Big Data, nous recevons un intervenant qui, comme il aime si bien le dire, fait tout, mais qui aujourd'hui a décidé de nous partager son expertise ou son expérience sur le Big Data. Il est ingénieur en logiciel et en traitement d'images et il se prénomme Govan Tianga. Et donc, aujourd'hui, il va nous apporter un peu de lumière dans ce domaine qui, pour la plupart d'entre nous, est encore assez peu connu ou très mal connu. Donc, sans plus tarder, je vais donc te passer la parole. Mais avant que tu ne puisses débuter, je tiens juste à faire un petit rappel. Pour ceux qui auront des questions lors de la présentation, pour qu'ils ne puissent pas oublier, ils pourront remarquer à la gauche, sur la droite plutôt, de leur écran, et à l'espace chat, il y a l'onglet Q et A qui permet de directement poser des questions dessus. Et n'oubliez pas, pour ceux qui ont envie de rejoindre la communauté GDG sur WhatsApp, n'hésitez pas à donner vos informations depuis le chat général pour être intégré au niveau du groupe WhatsApp. Donc, Govan, tu es prêt? Euh, Est-ce que tu peux activer ton micro parce que c'est coupé? C'est bon, Govan? Oui, oui, c'est bon. Ok, donc je te passe la parole. Donc, essaie un peu de nous dire c'est quoi le Big Data. Ok, c'est parti. Bon, alors d'abord, bonsoir déjà à tous et je remercie déjà GDG d'abord pour me donner l'occasion de m'exprimer aujourd'hui. Alors, comme l'a dit tout à l'heure le présentateur que je connais tout, bon, c'est pas exactement ça, c'est juste que j'ai une formation assez généraliste, c'est ça, c'est le logiciel et le traitement d'image. Alors, dans cette formation, on parle de quoi? Dans cette formation, on parle un peu de tout, hein. On parle un peu de tout. On va parler du réseau, on va parler des logiciels, on va parler de traitement d'image, on va parler de base de données. En fait, c'est un gros condensé de l'informatique. Alors, c'est très bien, mais le problème avec cette formation, c'est que si vous voulez maîtriser quelque chose, il va falloir faire beaucoup de recherches, en fait. Donc, c'est un peu à cause de ça que on dit que je connais tout. Donc, moi, je suis Tianga Govan et je suis étudiant en fin d'études en logiciel et traitement d'images au Maroc, à l'Institut supérieur du génie appliqué à Casablanca. Alors, ce soir, on va parler ensemble du Big Data. Je vais essayer de vous présenter un peu le Big Data. Donc, l'objectif de cette présentation, ce n'est pas de faire de vous des experts, en fait. L'objectif, parce que moi, je ne suis pas un expert. Donc, l'objectif de cette présentation, c'est vraiment de vous présenter le Big Data. C'est quoi le Big Data? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Quels sont les objectifs du Big Data et les outils et les contributeurs qu'il y a autour. Donc, on va commencer avec le plan que nous allons suivre pendant cette présentation. Alors, durant cette présentation, on va commencer d'abord par présenter le Big Data parce que c'est le sujet principal de cette présentation. Mais dans un second temps, on va aussi présenter quelques outils qu'il y a autour du Big Data. On va commencer d'abord par définir c'est quoi un cluster. On va parler aussi d'Hadoop. Hadoop, c'est un framework qui permet de traiter du Big Data justement. Et on va aussi parler des bases de données NoSQL parce qu'en fait, le big data, c'est vraiment beaucoup de données, hein. On ne peut pas utiliser les supports de stockage habituels tels que les MySQL et autres là parce que les données sont assez mélangées et tout. Du coup, on a développé des systèmes adaptés pour ça. Et enfin, à la fin de la présentation, nous aurons une petite démo juste un petit traitement big data avec Hadoop. Donc, voilà pour le plan. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Alors, big data. C'est quoi le big data en fait?
c'est cette question qu'on va essayer de répondre pendant cette présentation. Donc, du coup, dans cette première partie qui est Big Data, qu'est-ce qu'on va parler de quoi? On va commencer d'abord par définir le Big Data. Hein? On va donner des exemples de Big Data. Puis, dans un second temps, on va parler des types de Big Data parce qu'il y a plusieurs types. On va parler des caractéristiques d'une Big Data. Comment on sait que cette donnée-là, c'est une Big Data et ce n'est pas une Big Data. On va parler de l'objectif des traitements de Big Data. On va parler des domaines d'utilisation. On va parler des métiers autour du Big Data. Et enfin, on va parler des grands contributeurs, c'est-à-dire les acteurs importants du domaine. Donc, avant de définir le Big Data, on va d'abord définir c'est quoi une data. Voilà. Parce que c'est ça la base en fait. C'est d'abord quoi une data. Donc, j'ai trouvé cette présentation, cette définition qui n'est pas mal une définition de data. Alors, une data, c'est les quantités de caractères ou symboles sur lesquels des opérations sont effectuées par un ordinateur qui peuvent être stockées et transmises sous forme de signaux électriques et enregistrées sur des supports d'enregistrement magnétique ou optique. Alors, support d'enregistrement magnétique ou optique, c'est simplement les disques durs, les clés USB, c'est-à-dire les supports qu'on utilise tout le temps là. Donc, voilà pour ce qui est la définition d'une data. Maintenant, c'est quoi une Big Data? Parce que chaque fois, on entend Big Data, c'est quoi une Big Data? Déjà, je tiens déjà à vous dire déjà que le mot Big Data, parce que Big Data, en fait, ça n'a pas apparu comme ça, tout d'un coup, comme par magie, ça a commencé quelque part. Et le mot lui-même, l'expression Big Data, il est apparu vers la fin des années 97, c'était dans des articles scientifiques. Il y avait des scientifiques qui ont présenté des articles qui parlaient un peu du problème de gros volumes de données, hein, c'est-à-dire avec l'explosion de l'utilisation d'Internet, on s'est rendu compte qu'il y avait une grande quantité de données qui étaient générées chaque jour. Donc, il y a des scientifiques qui ont écrit un article et c'est vers la fin des années 90 qu'ils ont utilisé pour la première fois le terme Big Data. Donc, voilà. Donc, on peut définir le Big Data. Bien sûr, il y a plusieurs définitions possibles. Ça, c'est juste une parmi tant de définitions. Donc, on peut définir le Big Data comme une collection de données dont le volume est énorme. Ça, c'est très important. Et qui croît de façon exponentielle avec le temps. Il s'agit de données d'une taille et d'une complexité si importante qu'aucun des outils de gestion de données traditionnels ne peut les stocker ou les traiter efficacement. Voilà, donc ça c'est une définition qui colle assez bien avec le Big Data, je trouve, parce que déjà elle parle déjà du mot volume. Il faut savoir que Big Data, ça veut dire vraiment une énorme quantité de données, quoi. C'est pas juste voilà, un petit fichier de 10 gigas, c'est déjà Big Data, c'est vraiment, on est dans des centaines de téraoctets, des pétaoctets de données. Donc voilà un peu pour ce qui est de Big Data. Maintenant, on va passer des exemples de Big Data. Alors, il y en a plusieurs exemples. Là, j'ai essayé de vous montrer les exemples les plus populaires, on va dire les plus courants. Hein. Donc, on a par exemple dans la finance. Dans la finance, le domaine de la finance, il génère beaucoup de données. Hein. Je vous ai par exemple pris l'exemple de la NYSE. Alors, NYSE, ça veut dire New York Stock Exchange. C'est la bourse de New York. Et bien, cette bourse-là, chaque jour, elle génère plus de 500 téraoctets de données. Alors, vous êtes d'accord avec moi que 500 téraoctets de données, c'est énorme. Je ne pense pas qu'il y ait un ordinateur qui a cette capacité de stockage-là. Voilà, donc, à part la bourse, bien sûr, il y a les réseaux sociaux. Hein, évidemment, les réseaux sociaux génèrent énormément de données. Je pense que c'est le domaine qui génère vraiment beaucoup de données par jour. Là, j'ai juste pris l'exemple de Facebook. Facebook a déclaré qu'eux, par jour, ils ont plus de 4 pétaoctets de données. Alors, 4 pétaoctets de données, je ne sais pas, peut-être l'unité peut un peu vous embrouiller. 4 pétaoctets, c'est juste après téraoctets, c'est-à-dire on a gigaoctets, après on a téraoctets et après on a pétaoctets. Donc, ça dit pétaoctets, c'est 1 million de gigaoctets. Donc, 4 pétaoctets de données par jour, c'est plus de 4 millions de gigaoctets par jour qui rentrent dans les serveurs de Facebook. C'est énorme, c'est incroyable, voilà. Et à part Facebook, on a aussi le secteur de l'aviation. Alors, l'aviation, moi, je ne savais pas, je l'ai découvert lorsque je faisais lorsque je recherchais des exemples de Big Data. J'ai découvert que sur des avions, il y a des capteurs. Il y a pas mal de capteurs qui sont embarqués sur les avions et qui servent à capter un peu n'importe quoi. Les gens captent d'abord des données pour l'avion, ça c'est pour la sécurité aérienne et tout. Mais on capte aussi des données pour la météo. Par exemple, pour faire des prévisions météorologiques et tout. Et tous ces capteurs-là sont embarqués sur les avions. Et ces capteurs-là, ils génèrent plus de 300 gigaoctets de données par minute. Ça, je pense que c'est
Vous êtes d'accord avec moi que c'est très grand, c'est beaucoup, 300 gigaoctets par minute sur un seul avion. Imaginez les milliers d'avions qui décollent chaque jour. C'est phénoménal, ça. C'est vraiment un très bon exemple de Big Data. Maintenant, les types de Big Data. Savoir qu'il existe plusieurs types de Big Data. C'est-à-dire, quand on est face à une Big Data, on a des données qui sont structurées. C'est-à-dire, voilà, des données structurées, lors des tables, par exemple, lorsque vous prenez une table MySQL ou bien un fichier Excel, vous voyez, ben, tout est bien rangé. Vous avez des colonnes, vous voyez, par exemple, sur l'image qu'il y a devant vous. On a une première colonne là, employé ID, employé name, genre, département et tout. Donc, c'est-à-dire, lorsque vous recevez des données comme ça, vous savez exactement à quoi vous attendre. Vous savez que voilà, sur cette colonne, j'aurai le nom, j'aurai le type, je sais que là, c'est un entier, que je m'attends à un entier. Là, je m'attends à une chaîne de caractères. Là, je m'attends à un float. Vous voyez, donc, vous savez exactement ce à quoi vous attendre. Et ça, c'est ce genre de données-là, c'est très facile à gérer. C'est très facile à gérer parce que vous avez une structure. Et on a aussi des données qui sont semi-structurées. Alors, les données semi-structurées, là, on rentre un peu dans des données qui sont, on ne va pas dire difficiles, mais des données qui sont un peu plus compliquées à gérer. Ça, c'est des données semi-structurées, c'est-à-dire, alors, ce n'est pas des données qui sont complètement non structurées, mais ce n'est pas des données qui sont structurées non plus. C'est-à-dire, c'est des données qui ont, on va dire, je ne sais pas, une convention. Hein, on va prendre l'exemple d'un fichier XML. Si vous regardez un fichier XML, on sait qu'il y a des balises et l'information est entre les balises. Maintenant, le problème, c'est qu'une balise peut avoir plusieurs profondeurs. C'est-à-dire, si j'ai par exemple une balise employé, c'est-à-dire une liste d'employés, et dans la balise employé, j'ai une autre balise employé, hein, cette balise employé peut contenir name, un nom, un âge, un salaire, hein, mais je peux aussi avoir une autre balise employé qui contient un nom, une adresse, une boîte postale qui contient pas mal d'autres informations. Donc, c'est des données qui sont structurées, mais la structure n'est pas figée comme sur une table, par exemple. Ce n'est pas très organisé. Voilà, donc, j'ai parlé du fichier XML, mais on peut aussi parler du fichier CSV. Alors, pour le fichier CSV, ce sont des fichiers, c'est simplement des fichiers texte, hein, des fichiers texte qui sont séparés soit par des virgules ou par des points. Voilà, donc vous pouvez mettre pas mal de données dedans. Vous pouvez par exemple mettre un nom, un prénom, l'âge, après vous mettez nom, prénom, téléphone. En tout cas, l'essentiel, c'est de séparer ça par un point virgule. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de données semi-structurées. On a aussi les fichiers JSON. Bon, je pense que les fichiers JSON, c'est plus connu des développeurs JavaScript. Hein. C'est-à-dire, c'est carrément le format d'un objet JavaScript. On va mettre les données dans des accolades avec une clé et une valeur. Maintenant, le problème avec ces données-là, c'est qu'on peut avoir une structure assez profonde. C'est-à-dire, on peut avoir un objet qui contient un autre objet qui contient un autre objet. Donc, c'est un peu plus compliqué à gérer. Donc, à part les données structurées et les données semi-structurées, on a aussi des données non structurées. Alors, pour cela, ça, c'est carrément le casse-tête du Big Data parce que là, on n'a pas de structure du tout. C'est-à-dire, lorsque vous recevez l'information, ça peut être une image, ça peut être une vidéo, ça peut être, je ne sais pas moi, un fichier texte simple, ça peut être un entier, ça peut être n'importe quoi. C'est-à-dire, c'est une donnée, vous ne savez pas qu'est-ce qui arrive, juste vous regardez comme ça et ça est. Donc, ça, c'est en plus même, ce sont les données les plus courantes en Big Data. Parce que lorsqu'on développe une application Big Data, lorsqu'on développe une application pour collecter des données, ben, on ne sait pas sous quelle forme ces données-là sont. On va mettre en place le système et tout, et voilà, on va recueillir les données, mais on ne sait pas. Donc, ça, c'est le type, en fait, du Big Data le plus courant et c'est le type le plus difficile à gérer. Voilà pour les types de Big Data. Maintenant, c'est quoi les caractéristiques d'une Big Data? Il y a plusieurs caractéristiques, bien sûr, hein, mais les plus importantes, les caractéristiques les plus importantes sont ces quatre-là. C'est-à-dire, on a le volume. On parle de Big Data lorsque le volume est vraiment énorme. C'est-à-dire, vous n'allez pas avoir un petit fichier de 5 gigas et que vous allez dire Big Data. Non, on parle de Big Data lorsqu'il s'agit vraiment de centaines de téraoctets et tout. C'est là qu'on parle de Big Data. Maintenant, on a aussi la variété. Alors, la variété, c'est quoi? La variété, c'est en fait, c'est comme dans l'exemple que je vous ai montré, c'est des données hétérogènes. C'est-à-dire, la variété, c'est que les données viennent de plusieurs sources. Voilà, je vais prendre des vidéos, je vais prendre du texte, je vais prendre des chiffres, c'est-à-dire, je prends tout et n'importe quoi. Ça, c'est pour la variété. Maintenant, on a aussi la vélocité. Alors, la vélocité, c'est quoi? Lorsqu'on collecte cette masse de données-là, eh bien,
il faut être capable de les traiter. Si on prend l'exemple de Facebook, Facebook qui collecte énormément de données, hein, c'est une des applications qui collecte le plus de données. Et bien, imaginez que sur Facebook, par exemple, lorsque vous voulez consulter votre profil, ben, vous cliquez sur profil et la page charge là pendant des heures et vous allez partir parce que voilà, vous ne pouvez pas attendre tout ça. Déjà, si vous avez une connexion qui n'est pas très rapide, s'il faut encore que le serveur de Facebook vous réponde après des heures, ça ne va pas être intéressant. Donc, voilà pourquoi il y a cette caractéristique-là, c'est la vélocité, c'est-à-dire lorsque vous collectez une grande quantité de données, ben, vous devez être capable de traiter ces données-là. Donc, la vélocité, c'est simplement le temps de traitement des données que vous avez récoltées. Et il y a aussi la véracité. Alors, la véracité, c'est quoi? Ben, la véracité, c'est simplement la fiabilité et la crédibilité des données. Par exemple, je prends un exemple simple comme ça. Si vous voulez parler du Gabon, par exemple, vous n'allez pas prendre un Américain, vous allez chercher un Gabonais parce qu'il est plus crédible. Voilà, donc c'est un peu ça la véracité. Lorsque on parle de big data, il faut que les données aient un sens, il faut que les données soient fiables. On doit pouvoir faire confiance en ces données-là. Maintenant, il y a un autre V, hein, il y a un autre V, une autre caractéristique aussi qui n'est pas très célèbre, mais bon, les gens parlent quand même, c'est la valeur. Alors, la valeur, c'est quoi? Lorsqu'on collecte beaucoup de données, ben, il faut pouvoir tirer une information de ces données-là. Je vais prendre l'exemple, par exemple, de la publicité. Lorsque, je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, les pubs qui s'affichent, les pubs que vous voyez, ben souvent, c'est des trucs que vous aimez. Bon, peut-être pas forcément que vous aimez, mais que vous connaissez. Hein. C'est-à-dire, on ne va pas vous afficher, si vous n'aimez pas les bateaux, on ne va pas vous afficher des bateaux. Hein. On va vous afficher des trucs que vous aimez. Si vous êtes une femme, on va vous afficher des perruques, des talons, des trucs comme ça. Mais si vous êtes un garçon, on va plutôt vous afficher des chaussures, des voitures, des trucs un peu plus pour les garçons. Mais c'est ça, c'est la valeur en fait. C'est-à-dire, lorsqu'on collecte beaucoup de données sur vous, on va traiter ces données-là. Ces données-là vont nous permettre de mieux vous connaître et on va pouvoir vous donner, on va pouvoir vous afficher de meilleures publicités. Voilà un peu. Maintenant, après les caractéristiques, c'est quoi l'objectif du Big Data en fait? Pourquoi il y a tellement d'entreprises qui passent le temps à collecter des données pour se fatiguer avec? Parce qu'il ne faut pas oublier que ces données-là, déjà, pour les collecter, déjà, c'est très difficile. Hein. Faire une application comme Facebook, ce n'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. Et traiter ces données aussi, ce n'est pas une petite histoire. Hein. Donc, quel est le réel objectif qu'ont ces entreprises-là à faire tout ça? Eh bien, le premier objectif, déjà, c'est la prise de décision. Alors, la prise de décision, ça sert à quoi? Lorsque vous êtes dans une entreprise, par exemple, non, on ne va pas prendre une entreprise, on va prendre le cas du Covid-19, par exemple. Vous voyez, dans le Covid-19, il y a certains pays qui confinent les gens et il y a d'autres pays qui ne confinent pas. C'est simplement à cause du nombre de cas qu'il y a dans un pays. Voilà. Si dans notre pays, il y a 1 million de cas, on va confiner. Mais par contre, si dans notre pays, il y a juste 50 cas, on ne va pas confiner. Voilà, donc c'est à cause donc la prise de décision, en fait, c'est grâce à la quantité de données qu'on a à notre possession, on peut prendre telle ou telle décision. Donc ça, c'est le premier objectif du Big Data. Et d'ailleurs, ce domaine a un nom, ça s'appelle la BI, la Business Intelligence. Et aussi, une autre information, c'est que lors de mon stage de fin d'études, j'ai effectué dans une entreprise et j'étais dans ce domaine-là, la BI, la Business Intelligence. Alors, c'est un domaine à part entière. À lui seul, il mériterait même toute une présentation. La Business Intelligence, en fait, en résumé, c'est quoi? C'est juste, on va prendre des données, hein, on va les extraire, on va les transformer et on va réaliser des tableaux de bord. Si vous remarquez, par exemple, à la télé, lorsqu'on parle du corona, il y a des graphiques et tout, on va montrer des courbes là, des statistiques et tout. C'est les gars de Business Intelligence qui réalisent tous ces graphiques-là. Donc, un autre objectif aussi du Big Data, c'est l'amélioration d'un service. Alors, l'amélioration d'un service, je peux vous prendre, par exemple, le cas d'un moteur de recherche, par exemple. Regardez les moteurs de recherche, il existe des millions de pages, de sites Internet dans le monde. Il y a des millions, je peux même dire des milliards même de sites Internet. Mais comment ça se fait que lorsque je tape par exemple Facebook, le moteur de recherche, il me retrouve Facebook en moins d'une seconde? C'est grâce au Big Data parce que ces moteurs de recherche-là en amont, et ils vont parcourir tous ces sites Internet-là. Ils vont parcourir tous ces sites et ils vont les classer. Hein. Ils vont les classer par ordre, c'est-à-dire lorsque vous allez taper Facebook, on ne va pas chercher parmi 1 milliard de sites, on va chercher juste parmi un nombre réduit, parce qu'il y a déjà un travail qui a été fait en amont. Donc voilà, ça c'est
un objectif du big data, c'est vraiment d'améliorer l'expérience d'un utilisateur. Et aussi un autre objectif aussi très bien aussi, c'est prédire un comportement. Alors pour expliquer ça, je vais vous prendre l'exemple de la météo. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avant, hein, je peux dire même vers 2007, même 2006, 2007, les informations météorologiques n'étaient pas très précises. Voilà, on va vous dire par exemple, ouais, demain il va pleuvoir, et après vous arrivez, demain ben, il n'y a rien. Bon, au pire des cas, il y a juste quelques nuages, mais sinon, il n'y a pas grand-chose. Par contre, aujourd'hui, lorsque à la météo, on vous dit demain il va pleuvoir, effectivement, demain il pleut. Il pleut. Ben, ça se passe simplement parce que ben, les entreprises qui font les prévisions météorologiques, là, elles ont beaucoup plus de données. Elles ont eu le temps de récolter pas mal de données, ce qui veut dire que lorsqu'elles font leurs calculs météorologiques, ben, elles sont plus proches du résultat. Quand ils disent qu'il va pleuvoir, il va pleuvoir. Quand ils disent qu'il y aura du soleil, il y aura du soleil. Donc voilà un objectif aussi très important du big data. Et le dernier objectif, ça c'est plus pour les entreprises là, les entreprises commerciales là, comme Facebook et tous les réseaux sociaux, tout ça, ben, c'est la publicité ciblée. Voilà, c'est-à-dire comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne va pas afficher à quelqu'un qui aime le Real, on ne va pas lui afficher des maillots du Barça ou bien un supporter du Barça, on ne va pas lui afficher des maillots du Real. Si tu aimes le Real, on t'affiche des maillots du Real. Voilà. On t'affiche quelque chose qu'on sait que tu vas aimer. Voilà. Donc maintenant, les domaines d'utilisation de Big Data. Alors, tout comme pour les objectifs, il y a plusieurs domaines. Hein, mais là, je vous ai présenté en fait les domaines les plus importants, c'est-à-dire les domaines qui ne peuvent pas fonctionner sans le Big Data. Déjà, le premier domaine, il y a l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui n'existe pas sans Big Data. S'il n'y a pas de Big Data, l'intelligence artificielle, c'est zéro. On ne peut rien faire en intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est vraiment un domaine qui dépend à 100% du big data. Si vous regardez par exemple le machine learning ou le deep learning, ben ceux-là, c'est des algorithmes qui passent le temps à étudier de grandes quantités de données pour pouvoir réaliser des trucs similaires tout seul plus tard. Donc voilà, l'intelligence artificielle, c'est un domaine du big data très important. Et à part l'intelligence artificielle, on a aussi le traitement d'image. Alors, dans le traitement d'image, contrairement à l'intelligence artificielle, le traitement d'image ne dépend pas à 100% du big data. Si vous réalisez, par exemple, un algorithme simple comme détecter le contour sur une image, vous n'avez pas besoin de big data. Si vous réalisez encore un autre algorithme, flouter l'arrière-plan d'une image, il n'y a pas besoin de big data. Mais par contre, si vous réalisez des programmes comme la reconnaissance d'objets, hein, si vous voulez reconnaître un chien sur une photo, là, vous avez besoin de big data. Si vous voulez reconnaître une voiture ou bien, je ne sais pas moi, un frigo ou bien la parole, vous avez besoin du big data. Et d'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose, un site que j'aime bien, hein, qui rassemble le big data, l'intelligence artificielle et le traitement d'image. Le site s'appelle, voilà, This person does not exist. Et bien sur ce site-là, on nous présente des images. Vous voyez par exemple cette image-là, ce petit garçon-là, ben, il n'existe pas simplement. C'est un algorithme qui a généré ce petit garçon-là. Et si vous rechargez la page, on vous affiche une autre personne. Hein? Celle-là aussi, elle n'existe pas. La même chose. Donc en fait, c'est quoi cet algorithme-là? Ben, cet algorithme-là, il a étudié une grande quantité d'images. C'est sûrement, on lui a donné des millions de photos de personnes. Hein. Il étudie, et après, il est capable de générer des personnes comme ça, des personnes qui n'existent pas. Toutes ces personnes, toutes les images que vous allez voir sur le site-là, vous n'allez pas croiser la photo de quelqu'un que vous connaissez. Toutes ces personnes-là n'existent pas. C'est le programme-là qui les génère. Donc, voilà un peu, ça c'était pour l'exemple de l'utilisation du big data dans le traitement d'images et l'intelligence artificielle. On a aussi un autre domaine tout aussi important, c'est la météorologie. Alors, dans la météo aussi, on a besoin de beaucoup de données. Je vous ai dit tout à l'heure qu'avant, les prévisions météorologiques n'étaient pas du tout précises. Mais aujourd'hui, elles sont beaucoup plus précises. Mais simplement parce qu'il y a beaucoup plus de données météorologiques à disposition. Je vous ai dit tout à l'heure là, que sur un avion, il y a des capteurs météorologiques. Mais il n'y a pas seulement sur un avion, il y a aussi dans des villes, il y a dans des satellites. Il y a pas mal de capteurs qui sont placés là-bas qui captent des données et qui envoient ça dans des serveurs. Après, on va traiter ces données-là pour dire, ouais, la semaine prochaine, il va pleuvoir, demain, il va pleuvoir, demain, il va y avoir le soleil. Donc, la météorologie, c'est aussi un peu comme l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui ne marche pas sans big data. Voilà pour les domaines. Maintenant, quels sont les métiers autour du big data? Alors, pour les métiers,
Pour les métiers, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Le big data, c'est un domaine vraiment qui grandit chaque jour. Hein. Une entreprise peut vous embaucher et vous dire, oui, voilà, nous, on a tel problème, faites-nous ça, et elle va vous donner un nom. Donc, il n'y a pas vraiment un nombre fixe de métiers. C'est-à-dire, ça évolue. Il y a des métiers qui sont créés chaque fois. Mais sinon, voici les principaux métiers de big data. Alors, on a d'abord architecte big data. Alors, c'est quoi un architecte big data? Eh bien, un architecte big data, c'est simplement celui qui collecte les données, celui qui est chargé de la collecte, celui qui est chargé de créer l'infrastructure. Vous voyez, c'est un peu comme en génie civil. Vous voyez, l'architecte qui va dessiner les plans du bâtiment et tout, et après, voilà. Donc, en big data aussi, la même chose. L'architecte, c'est celui qui va modéliser, on va dire, l'infrastructure de traitement des données. Voilà, ça, c'est son rôle principal. On a aussi l'ingénieur big data. Alors, l'ingénieur Big Data, qu'est-ce qu'il fait? L'ingénieur Big Data, c'est celui qui va analyser toutes les données là. Il va analyser, il va les transformer, il va les classer aussi selon le besoin. Par exemple, si vous êtes une entreprise je ne sais pas moi, une multinationale, hein, vous avez plusieurs départements. Donc, l'ingénieur Big Data, il va prendre toutes vos données, il va les classer par département. Il va par exemple mettre voilà, les données du département commercial, voilà, les données du département marketing, voilà, les données du département informatique, ainsi de suite. Ça, ce sont ses tâches principales. Bien sûr, on peut l'affecter à d'autres tâches. Et après, on a aussi le data scientist. Alors, le data scientist, c'est un peu comme l'ingénieur, mais lui, il est plus centré sur l'analyse vraiment. Il va analyser ces données-là à fond, il va les interpréter, il va faire des statistiques et tout. Vous voyez? Et on a en dernier les développeurs BI. Alors, lors de mon stage, comme je vous ai dit, j'étais en BI. En fait, j'étais développeur BI. Alors, un développeur BI, c'est quoi? Un développeur BI, il est un peu comme un développeur web. Vous voyez, dans le monde du web, on a un développeur front-end et un développeur back-end. Le développeur front-end, c'est celui qui va faire l'interface et tout, et le back-end, c'est celui qui va s'occuper des traitements. Mais dans le monde du BI aussi, il y a aussi un peu deux domaines similaires. Il y a un back-end et un front-end. Mais sauf à la différence, c'est que le front-end du BI, ce n'est pas une interface web. C'est des tableaux de bord, c'est-à-dire on va représenter des graphiques et tout, des courbes, des graphiques, hein, je pense que vous avez compris, on va représenter des graphiques, les couleurs et tout, avec, on va par exemple dire, voilà, le nombre d'employés par département, des trucs comme ça, des indicateurs en fait. Maintenant, la partie back-end du BI, là, c'est aussi différent du monde du développement parce que dans la partie back-end, là, on va plus se concentrer sur les données. Voilà, c'est-à-dire on a plusieurs sources de données, on a des données non structurées, on a des données qui viennent des fichiers XML, des données qui viennent de fichiers CSV, on a des données qui viennent de bases de données. Dans la partie back-end du BI, on va prendre toutes ces données-là, hein, on va les rassembler, on va essayer de faire des jointures et tout, des traitements parce que les données aussi, on peut avoir des incohérences, donc on va corriger tout ça, on va changer les types, on va faire des traitements et on va les charger dans des bases de données relationnelles, c'est-à-dire les données sont propres et tout, et le développeur back-end va les prendre pour faire ses tableaux de bord. Donc, voilà pour les métiers autour du Big Data. Maintenant, on va voir qui sont les grands contributeurs du Big Data. Alors, les grands contributeurs, je pense que tout le monde les connaît. Hein? Google, Facebook, Microsoft et Amazon. Ceux-là, ce sont vraiment ceux qui sont au sommet. Alors, je les ai placés là pourquoi? Bon, Amazon, contrairement aux autres, lui, il ne collecte pas énormément de données. Bien sûr, il collecte des données, mais comparé à Facebook et Google, c'est un petit joueur. Amazon, je l'ai placé là, c'est à cause de son infrastructure. Je ne sais pas, vous connaissez peut-être AWS. Amazon propose une infrastructure, une très grande infrastructure pour traiter des données du Big Data. Donc, ce qui fait qu'Amazon, c'est quand même un acteur important dans le Big Data parce qu'il y a, on va citer par exemple Netflix. Hein, toutes les vidéos qui sont sur Netflix sont hébergées dans les serveurs d'Amazon. Vous voyez, il y a aussi Microsoft aussi qui propose une infrastructure, Google aussi, bien sûr. Mais pour Google et Facebook, eux, c'est différent parce que eux, ils collectent énormément de données. Vraiment, eux, ils ne font pas dans la dentelle, on va dire. Eux, ils se font vraiment plaisir. Hein? Google eux-mêmes, la manière dont vous bougez votre souris, ils vont prendre ça. Donc voilà, c'est vraiment des acteurs très importants du Big Data. Et non seulement ils collectent des données, mais en plus, ils développent aussi des solutions. Hein? On va voir tout à l'heure, lorsqu'on va parler d'Hadoop, que Google, il a beaucoup participé au développement d'Hadoop. Voilà un peu pour ce qui était de cette présentation de Big Data. Hein? Maintenant, je vais vous parler un peu de toutes les technologies qu'il y a autour du Big Data. Comment est-ce qu'on va traiter toute cette masse de données, hein? Voilà, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Et avant, on va commencer par parler des clusters. Alors ça, c'est très important hein, de savoir c'est quoi un cluster lorsqu'on parle de Big Data. Parce que lorsque vous regardez
une application comme Facebook, par exemple, ou bien Google. Je ne sais pas, vous vous imaginez, par exemple, lorsque vous partez sur Google, vous allez taper ce que vous recherchez, vous cliquez sur recherche, on vous affiche des trucs. Ben, vous vous dites que oui, il y a un serveur derrière qui vous répond et ça y est. Mais en fait, non, l'infrastructure derrière, elle est énorme. Voilà, elle est vraiment gigantesque. C'est effrayant vraiment parce que, on a dit tout à l'heure, il y a des millions de sites web. Comment ça se fait qu'il arrive à trouver ce que je recherche en moins d'une seconde? Donc, c'est incroyable. Et bien ça, c'est fait par ce qu'on appelle un cluster. Alors, c'est quoi un cluster? C'est la question qu'on va essayer de répondre. Alors, un cluster, c'est simplement un ensemble d'ordinateurs, hein, c'est-à-dire vous avez des milliers d'ordinateurs. Bon, ça dépend ça dépend de ce que vous voulez. Hein. Si vous pouvez être une petite entreprise, vous avez besoin juste de 4 ordinateurs, hein, ou bien vous pouvez être Google, vous avez besoin des millions d'ordinateurs. Voilà, donc un cluster, ça dépend de votre capacité. Donc, je disais, un cluster, c'est quoi? Un cluster, c'est un ensemble d'ordinateurs, hein, qui travaillent ensemble et qui forment un seul ordinateur. C'est-à-dire, lorsque vous communiquez avec un cluster, vous n'avez pas l'impression que c'est des milliers d'ordinateurs qui vous répondent. En fait, vous avez l'impression qu'il y a juste un seul ordinateur derrière. C'est justement ça l'idée du cluster, en fait. C'est-à-dire, c'est associer des ordinateurs pour qu'ils travaillent ensemble et pour qu'ils vous répondent comme si c'était un seul ordinateur. Donc, c'est très important de comprendre ça. Et aussi, il y a une autre chose aussi que vous devez comprendre, c'est que les clusters ont ramené d'autres contraintes, d'autres problèmes en fait, d'autres problèmes qu'on a dû résoudre. Il est très important de faire la différence entre un calcul distribué et un calcul parallèle. Bon, on va voir ça dans le fonctionnement d'un cluster. Alors, comme je disais, un cluster, c'est un ensemble d'ordinateurs qui travaillent comme si c'était un seul ordinateur. C'est-à-dire, vous êtes là, hein, vous allez envoyer votre requête, par exemple, vous partez sur Google, vous allez taper Facebook, hein, et bien, vous allez interagir avec un cluster, donc c'est-à-dire tous ces ordinateurs-là. Il faut savoir que l'architecture d'un cluster, c'est le plus souvent maître-esclave, c'est-à-dire on a une machine maître, hein, c'est le plus souvent la machine maître, c'est elle qui va répondre à vos requêtes, et on a des machines esclaves. Et bien sûr, les machines esclaves, c'est là-bas qu'on va stocker les informations, et c'est là-bas aussi que les traitements vont être réalisés. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'il faut très bien faire la différence entre je sais pas, les différents types de calculs. Ouais, il y a deux types de calculs. Le cluster a amené la notion d'un nouveau type de calcul, la notion de distribution. Alors, c'est quoi la distribution? Vous voyez, lorsque vous êtes sur votre ordinateur, vous réalisez un programme. Si vous voulez réaliser un programme beaucoup plus vite, hein, vous allez le paralléliser. C'est-à-dire, vous allez créer un processus, vous allez créer un autre processus, et les deux processus vont réaliser le travail en même temps. On appelle ça la parallélisation. Donc, ça, c'est le calcul parallèle. Alors, le calcul parallèle, ça s'exécute sur une seule machine. Maintenant, si vous voulez réaliser la même tâche, hein, mais sur plusieurs ordinateurs différents, c'est-à-dire, au lieu de réaliser la tâche en question sur un seul ordinateur, ben non, vous voulez la réaliser sur des milliers d'ordinateurs. Mais c'est là maintenant que rentre en scène la notion de distribution, le calcul distribué. Et c'est justement là le rôle de la machine maître, en fait. La machine maître reçoit votre requête et elle va distribuer votre requête à toutes les machines esclaves. C'est-à-dire, elle va dire, bon, toi, tu vas faire une partie, toi, tu vas faire une partie, toi, tu vas faire une partie, toi, tu vas faire une partie. On appelle ça le calcul distribué. Donc, c'est très important de faire la différence entre le calcul parallèle et le calcul distribué. Le calcul parallèle, il s'exécute sur une seule machine, alors que le calcul distribué, c'est un même calcul qui s'exécute sur plusieurs machines différentes. Alors là, je vulgarise le truc au maximum, mais sinon, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a d'autres notions qui rentrent en scène. Là, c'est juste pour vous donner, en fait, c'est juste pour vous présenter le cluster, parce que le cluster, c'est un élément très important du Big Data. Il faut savoir que toutes les données Big Data ne sont pas traitées par un ordinateur et sont traitées plutôt par plusieurs ordinateurs. Alors, dans la structure d'un cluster aussi, il faut savoir que le maître, là, la machine maître, c'est aussi un cluster. Donc, c'est-à-dire cette machine-là. Ce n'est pas une seule machine, c'est aussi un ensemble de machines. Alors, c'est un ensemble de machines. Pourquoi? Simplement parce que dans un cluster, il n'y a qu'un seul maître. On ne peut pas avoir plusieurs maîtres dans un cluster, sinon ça va faire un peu désordre. Il n'y a qu'un seul maître. Donc maintenant, le problème avec cette contrainte, c'est qu'il faut que le maître ne soit jamais surchargé. Si vous prenez Google par exemple, Google par jour, c'est une application, je pense, bon, je parle comme ça, mais je pense que Google par jour, il doit avoir au moins 1 million de requêtes. Alors,
1 million de requêtes par jour, un serveur ne peut pas prendre ça, il va cracher. Donc, il faut un cluster pour pouvoir encaisser 1 million de requêtes par jour, justement. Et c'est pour cette raison que pour des grosses applications comme Google, Facebook, Amazon et tout ça, ben, la machine maître de leur cluster, c'est un autre cluster. Voilà. Et on peut aussi trouver, vous pouvez aussi trouver dans des configurations, il y a aussi une autre machine secondaire. Alors, cette machine secondaire, le plus souvent, elle communique avec le maître. Elle sert à quoi, cette machine secondaire? C'est juste en cas où lui, là, la machine maître, il a un problème, hein. Malheureusement, il a craché, il y a quelque chose qui s'est passé. La machine secondaire prend le relais. Mais ça, c'est très rare. C'est très rare de voir une configuration comme ça. Dans 90% des cas, c'est une machine maître avec ses esclaves. Et aussi, cette architecture-là, elle est très bien parce qu'en fait, si vous êtes surchargé, quand on prend l'exemple de Facebook, par exemple, lorsque Facebook a commencé, il n'y avait pas beaucoup de données, hein, il n'avait pas de big data, il y avait peut-être, je ne sais pas moi, 10 personnes, 15 personnes qui utilisaient l'application. C'est avec le temps que les utilisateurs sont venus et ils ont eu besoin de plusieurs machines. Et bien, c'est ce que offre un cluster. Un cluster, vous pouvez rajouter des machines comme vous voulez, simplement parce que ces machines-là, ce ne sont pas des machines physiques, ce sont des machines virtuelles. Tout ça, ce sont des machines virtuelles. Donc, lorsque vous avez une montée en charge, hein, vous regardez sur votre tableau de bord, vous voyez qu'il y a toutes les machines qui sont surchargées. Et vous ajoutez simplement d'autres machines virtuelles et le travail reprend. Voilà. Ça, c'était pour le fonctionnement d'un cluster. Maintenant. Govan? Oui. Je pense qu'il te reste approximativement 20 minutes. 20 minutes, oui, je vois. Bon, on va parler un peu d'Hadoop et après, on va faire le thème. D'accord. On va parler parce qu'il y a déjà au moins une question, au moins. Moi-même, j'ai des questions ici. Bon, d'accord. Ouais, mais parce que, je vais vous parler d'Hadoop parce que la démo qu'on va faire justement, c'est basé sur Hadoop. Je vais vous parler d'Hadoop, je vais vous parler aussi de quelques bases de données NoSQL et après, c'est bon. 5 minutes, dans 5 minutes. D'accord. Voilà. Donc, Hadoop. Alors, Hadoop, c'est quoi? Hadoop, c'est un acteur très important du monde du big data. C'est un framework, hein, mais contrairement au framework qu'on a l'habitude d'utiliser, par exemple, pour ceux qui font du développement logiciel, vous avez l'habitude d'utiliser des frameworks, hein, J2E, Java et tout. Mais on va dire, comparé à Hadoop, c'est des petits frameworks, voilà, c'est de toutes petites boîtes d'outils où vous venez ajouter votre code et y travailler. Par contre, Hadoop, lui, c'est un framework, mais dans ce framework, il y a d'autres frameworks, en fait. Voilà. Et Hadoop, il est fait pour s'exécuter dans un cluster. Voilà. En fait, pour gérer un cluster, il faut des logiciels. Et Hadoop, c'est un des logiciels qui est utilisé pour gérer les clusters. Bien sûr, il y en a d'autres, mais bon, on va parler d'Hadoop. Bon, avant de parler d'Hadoop, il faut que je vous parle de quelque chose, c'est MapReduce. Alors, MapReduce, c'est quoi? MapReduce, c'est un modèle de programmation pour le traitement de big data avec un algorithme parallèle et distribué sur un cluster. Donc, en simple, c'est une façon de faire pour distribuer les données dans un cluster. Alors, MapReduce, il est composé d'une fonction map et d'une fonction reduce. La fonction map, elle s'applique sur chaque élément d'une base d'un élément et la fonction reduce, elle s'applique sur tous les éléments du tableau. Bon, on va faire un exemple très rapidement là avec JavaScript pour que vous compreniez un peu le truc. Si on déclare par exemple un tableau ici, on va déclarer un tableau là vite fait. 1, 2, 3. Voilà, là on a notre tableau. Maintenant, si j'applique la fonction map à ce tableau là, alors la fonction map, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre l'élément en question, l'élément du tableau. On va donner l'élément et elle nous retourne le traitement qu'on fait sur l'élément là. Donc, elle va faire ça pour tous les éléments du tableau. Là, par exemple, on va faire un traitement basique, un élément x2. Voilà. C'est où l'erreur? Élément x2. Voilà, donc vous voyez, ma fonction map, elle s'est appliquée à tous les éléments du tableau. J'ai pris 1, 2, 3 et j'ai fait élément x2 et ça me retourne 2, 4. Reduce, qu'est-ce qu'elle fait? Si je prends toujours mon tableau test, donc c'est-à-dire le premier là, et je applique la fonction reduce, elle prend le résultat. Alors le résultat, comment je peux vous expliquer ça? La fonction reduce, elle va s'appliquer récursivement sur tous les éléments du tableau et va nous retourner un seul résultat. Donc, elle prend le premier paramètre, le résultat de la première exécution, hein, et en second paramètre, elle prend l'élément du tableau.
si on dit par exemple, on fait élément plus le résultat. Donc là, qu'est-ce que je fais là? Là, je fais la somme de tous les éléments du tableau, hein, simplement. Et bien, voilà, ça nous retourne 6. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 1 plus 2 plus 3. Donc, je pense qu'avec ça, vous avez un peu mieux compris. La fonction map, elle s'applique à chaque élément du tableau et la fonction reduce, elle s'applique à tous les éléments du tableau. Donc, en fait, Hadoop, c'est un framework. Hein. Hadoop, c'est un framework open source qui facilite l'utilisation d'un cluster pour résoudre des problèmes impliquant le big data et le calcul distribué. Voilà. Il fournit une infrastructure logicielle pour le stockage distribué et le traitement big data à l'aide du modèle de programmation MapReduce. Donc voilà. Donc en résumé, Hadoop, c'est un framework qui implémente ce qu'on a vu tout à l'heure là, Map et Reduce. C'est-à-dire lorsque vous donnez une tâche à exécuter à Hadoop, hein, il va exécuter cette tâche, il va appliquer la fonction map sur tous vos éléments et après il va afficher la fonction reduce pour vous donner en sortie. Bon, là je parle un peu vite à cause du temps là. Hein. Composants de base. Alors Hadoop est composé de deux parties, hein, une partie stockage et une partie traitement. La partie stockage est gérée par Hadoop HDFS et la partie traitement c'est géré par Hadoop MapReduce. Bon, c'est un peu la même architecture que pour un cluster. Il y a un name node. Le name node, c'est comme je dis, la machine maître et les data nodes, ce sont les machines esclaves. Ça, c'est pour la partie stockage. Maintenant, pour la partie traitement, on a le job tracker. Le job tracker, c'est celui qui s'occupe des tâches et on a les task trackers, les task trackers. Hein. Les task trackers, c'est ceux qui, le job tracker, c'est celui qui prend le code. Et les task trackers, c'est ceux qui exécutent les codes sur les machines esclaves. Voilà. Bon, là, on a un exemple. C'est celui-là qu'on va faire tout à l'heure. Qui utilise Hadoop? Alors, il y a plusieurs entreprises qui utilisent Hadoop. Hein, Google, Amazon, LinkedIn, Facebook et les autres là. Un peu tout le monde utilise Hadoop. Je vous ai dit, c'est très célèbre dans le monde du big data. Maintenant, le NoSQL. Alors, il faut aussi comprendre que les données du big data ne sont pas stockées dans nos bases de données traditionnelles, à MySQL et autres. Ils sont stockés plutôt dans des bases de données NoSQL parce que les bases de données NoSQL sont mieux parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, les données du big data, en général, sont non structurées. Il y a des images, des photos, il y a pas mal de choses. Donc, on ne peut pas utiliser une base de données MySQL qui nous impose de déclarer une table avec le champ nom, prénom et tout. Donc, on est obligé de respecter la structure là. Or, les bases de données NoSQL qui signifie d'ailleurs Not Only SQL, ben, c'est des bases de données. On n'est pas obligé de déclarer un schéma. Tu prends ta donnée, tu la stockes comme tu veux et ça est. Bon, ça c'est ce que je viens plus ou moins de dire là. Voilà, faut aussi savoir que parmi les bases de données NoSQL, on a plusieurs types. On a des bases de données clés-valeurs, on a des bases de données orientées documents, on a des bases de données orientées colonnes et on a des bases de données orientées graphes. Bon, on va s'arrêter là hein, parce qu'il y a encore des diapositives. On va faire le test. Alors, le test qu'on va faire, en fait, c'est lorsque vous apprenez un nouveau langage de programmation, hein, le plus souvent, on vous initie avec une fonction qu'on appelle Hello World. Par exemple, si vous utilisez Java, vous allez créer la classe main et après, vous allez faire system.out.println Hello World. Eh bien, dans le monde du big data aussi, il y a un Hello World. Et le Hello World du big data, ben, c'est un comptage de mots. Voilà, on prend un fichier et on compte les mots qui sont dedans. Si vous voulez réaliser un programme comme ça avec votre machine, vous allez prendre le fichier, vous allez le parcourir, vous allez prendre le mot, vous allez compter, vous allez reparcourir, vous allez faire au moins 3 boucles imbriquées pour pouvoir compter les mots avec un seul ordinateur. Or, avec un cluster, pour compter les mots, ben c'est facile parce qu'on a plusieurs machines. Du coup, chaque machine va compter les mots dans une partie. Donc, voilà, j'ai créé un cluster sur ma machine. Créer un cluster, c'est une façon de parler. Moi, je n'ai qu'une seule machine, donc j'ai créé un cluster qui ne contient qu'une seule machine. Alors, un cluster qui ne contient qu'une seule machine, on appelle ça single node parce qu'il n'a qu'une seule machine. En fait, ça sert un peu à rien puisque c'est comme si tu travaillais sur ta propre machine. Mais bon, je n'ai pas plusieurs machines à ma disposition, donc on va se contenter de ça. Là, je me connecte au cluster. Non. Voilà. Je me connecte au cluster, voilà. Bon, je suis connecté au cluster SSH localhost, mais normalement, si vous avez votre cluster qui est hébergé dans le cloud, c'est SSH, l'adresse IP de votre name node. Voilà, une fois que le cluster est créé, on va formater, on va démarrer tout ça. La première étape, vous allez formater
Le name node, c'est quoi déjà là? HDFS. Merde. HDF. Name node. Format. Voilà. Avec cette commande-là, on formate le name node. Alors, formater le name node, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, on va formater le système de fichiers, en fait. C'est pour un peu, en quelque sorte, voir ça comme une initialisation, en fait. Une fois que le système de fichiers est initialisé, on va démarrer le stockage, comment dire ça? On va démarrer HDFS, Hadoop HDFS avec cette commande. Voilà, il va démarrer le name node, le data node, il va aussi démarrer le secondary name node. Le secondary name node, en fait, c'est un processus qui est là en cas de secours. Au cas où le name node crash, ce processus-là prend la relève. On a un petit problème là. C'est où là? On va supprimer tout ça. On enlève ça. Voilà. Bon, là, en fait, il y a le data node qui n'a pas démarré, là, donc j'ai effacé les anciennes, les verrous qui étaient dans son dossier, là. Voilà. Voilà, on a tous nos processus qui tournent. On a le name node, ça c'est pour le master, en fait, celui qui commande tout le monde. On a le data node pour le stockage. Il faut aussi qu'on démarre maintenant l'infrastructure de calcul. Alors ça, c'est fait par un autre framework qui s'appelle YARN. C'est lui qui va calculer tous nos jobs. Voilà, il a démarré. Il a deux processus. Il a le resource manager, c'est celui qui se charge de prendre le script. Et il y a le node manager. Le node manager, c'est le processus qui exécute les tâches sur les data nodes. Voilà. Maintenant, on est prêt pour exécuter le programme. Alors, il faut savoir que les programmes Hadoop, il est écrit en Java. Donc, les programmes qui sont exécutés sur Hadoop doivent être écrits en Java. Mais bon, c'est plus obligatoire parce qu'ils ont développé un autre framework, Hadoop Streaming, c'est-à-dire c'est un framework qui permet d'écrire des programmes avec C++ ou bien Python, ce que vous voulez, et vous les exécutez dans Hadoop. Donc, on va aller prendre le code sur la documentation d'Hadoop, le fameux Hello World Big Data là, qui compte les mots. On va aller le chercher. Où est-ce que j'ai laissé le lien? C'est là. Voilà. Voilà, le code, il est là. Donc, ça, c'est le fameux Hello World en question. Là, c'est en fait un programme simple. Il ne faut pas suivre toutes les lignes qu'ils ont écrites. Là, c'est juste la configuration. Le programme, en fait, il est simple. Il applique la fonction map et la fonction reduce sur notre fichier. Voilà. Je vous rappelle que l'objectif, c'est de compter le nombre de mots dans un fichier, dans un cluster. C'est-à-dire, on utilise un cluster pour compter le nombre de mots dans notre fichier. On imagine qu'on a un fichier de 1000 téraoctets. Notre ordinateur ne peut pas faire ça. Du coup, on utilise un cluster. On va ouvrir l'éditeur de texte là pour réglementer. Voilà. On va mettre le programme là. Bon, je vais vous expliquer un peu. Test.java. On va pas mettre ça ici. On va mettre ça là. On va appeler mot.java. Mot.java. Bon. Les droits. C'est pas grave. Test.java, on va le mettre chez le Voilà.
Ok, alors ce programme, qu'est-ce qu'il fait? Bon, c'est simple, hein, on a notre classe map. Hein. La classe map, qu'est-ce qu'elle fait? Comme je l'ai dit, elle va s'appliquer sur tous les éléments de notre tableau. Dans notre cas, notre tableau, ce sera un fichier qui contient des mots. Bon, dans la précipitation, j'ai oublié de vous donner une information importante, c'est-à-dire lorsque vous stockez un fichier sur Hadoop, il va le découper en plusieurs parties. Il va prendre une partie, il va mettre, s'il a par exemple 50 data nodes, hein, et vous mettez un fichier de 1000 gigas, il va découper le fichier là en blocs de 64 mégas et il va les dispatcher sur plusieurs nodes. Bon, alors le temps est en train de vraiment partir là. Donc voilà, je vais essayer de faire vite. Alors donc la fonction map, elle va s'afficher sur tout, elle va s'appliquer sur tous les blocs là et la fonction reduce, elle est là. La fonction reduce, elle va s'appliquer sur un bloc en général pour nous donner un seul résultat. Hein. Quand vous allez voir le résultat, vous allez mieux comprendre. Le reste des lignes là, il ne faut pas avoir peur de ça, c'est juste de la configuration. On donne nos classes et puis ça est. Bon, on va exécuter ça vite fait pour que vous voyez. Premièrement, on va d'abord créer notre fichier. On va mettre bonjour GDG test.mo en HTML, hein, liste. Donc voilà, bon, ça c'est en fait notre fichier. Hein. C'est dans ce fichier-là qu'on va faire le comptage. Bon, ce n'est pas un fichier de 1000 Tera, hein, c'est peut-être un fichier de quelques kilooctets, mais c'est juste pour le test. On va mettre ça dans test. Voilà, notre fichier de test, il est là. Bonjour GDG test.mo. Maintenant, on va mettre notre fichier dans HDFS parce que là, notre fichier, il n'est pas encore dans HDFS. HDFS, c'est un système de stockage virtuel, donc on va le mettre dedans. La commande pour mettre des trucs sur HDFS, ce sont les commandes Linux. Hein. Pas exactement les commandes Linux, mais ça se rapproche des commandes Linux. Pour prendre un fichier de notre système de fichiers local pour le mettre sur HDFS, la commande c'est copy from local. On va mettre le chemin de notre fichier. Notre fichier, il est là. Il s'appelle test. On va le mettre dans HDFS. Je ne veux pas le mettre à la racine. Ah, bon, on va le mettre à la racine, c'est pas grave. Test. Ok, si on fait HDFS ls, hein? Non, HDFS ls la racine. Voilà, on a notre fichier. Notre fichier test est parti. Maintenant, on va exécuter notre job. Bon, notre job, il est dans les shadowns. Le mot.java amène ça ici. Voilà, c'est là. On va créer, on va compiler tout ça. Hein. La commande pour compiler, c'est celle-là. Non, merde. On compile mot.java. Quoi? Main. Comment ça? Ah. Attendez. J'ai encore fait une erreur. Une erreur. Ah. On n'est pas prêt de terminer. Hein. On n'est pas prêt de terminer, mais bon. Le délai accordé déjà. Mais bon, pendant que tu cherches la solution au bug. Posez les questions. Est-ce que tu peux répondre aux questions? C'est bon? Attends. Non, posez les questions, je vais. Oui, c'est où, c'est là. Ok, donc je tiens d'abord à t'informer qu'il y a une ribambelle de questions. Et la première question est vraiment technique en fait. Donc, concentre-toi juste pour le débugage et moi je m'occupe de te transférer les questions. Voilà, si tu peux me lire les questions, c'est bien. Non, c'est bon. Je suis là pour ça. Ça, c'est mon travail. Ouais. Donc, la première question, c'est de savoir est-ce qu'avec le big data, c'était une forme de vouloir résoudre la complexité n égale à point d'interrogation NP.
là, c'est un peu mathématique. Moi, je suis un peu perdu. La complexité, comment? La complexité N égale point d'interrogation NP. Je pense, je ne sais pas si je lis bien. Attends, je vais lire. Attends, je vais lire. Voilà, c'est mieux. C'est la toute première question. Est-ce que avec le big data, c'était une forme de vouloir résoudre la complexité N égale à NP? Donc, c'est-à-dire, je ne sais pas, en parlant de complexité de N égale à NP, il veut dire, c'est-à-dire des données qui augmentent tout le temps de façon exponentielle, c'est ça? Comme il est dans le live, je pense qu'il peut... Je pense, hein. Voilà, oui. Bon, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, ils se sont rendus compte qu'au début, lors de l'utilisation d'Internet, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Internet, ça a été créé aux États-Unis. C'était en fait quelqu'un qui avait créé ça, je crois que c'était pour communiquer à cause de la guerre et tout, il fallait un moyen de communiquer rapidement. Donc, ils ont créé ça, ça tournait qu'aux États-Unis. Et il n'y avait pas beaucoup de données parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'utilisateurs. Du coup, lorsque Internet a été démocratisé, lorsque le monde entier a commencé à utiliser Internet, bien sûr, les données aussi ont augmenté. Du coup, on s'est retrouvé avec des serveurs surchargés. Voilà, il y a tellement de données qui arrivent. Les données arrivent sous des formes différentes. On ne savait plus trop comment gérer. Et c'est comme ça que les scientifiques ont écrit des articles pour pouvoir répondre à cette problématique-là, pour pouvoir résoudre le problème. Ils ont écrit des articles sur des grandes masses, de grands volumes de données, en fait. C'est là qu'ils ont utilisé le terme big data. Et après ça, on a développé des solutions pour pouvoir traiter ça. C'est-à-dire, avant, comment est-ce qu'on faisait? Lorsqu'un ordinateur est surchargé, on augmente la puissance du processeur. On appelait ça la scalabilité verticale, c'est-à-dire, notre ordinateur est surchargé, bien on augmente la puissance du processeur et ça y est, le tour est joué. Maintenant, avec le big data, même quand vous augmentez la puissance du processeur à un niveau tel, ben, on n'arrive pas. Par exemple, si vous prenez Facebook, 4 pétaoctets par jour, même avec un processeur de, je ne sais pas moi, combien de gigas de RAM et de puissance de calcul, ben, ça va être difficile. C'est pour cette raison qu'on a développé des clusters, on a développé pas mal de choses pour pouvoir répondre à ça. Donc oui, Big Data, c'est une forme de vouloir résoudre la complexité N égale à point d'interrogation NP. D'accord. Donc, la question suivante, je pense que c'est une question qui peut être résolue. Il y en a tas qui sont dans le même sujet, du local, du Big Data en local, en fait. Donc, c'est Yves qui pose la question. Pour le Big Data en local, quel est le type d'application? Est-ce qu'on peut monter un service lié au Big Data en local? Est-ce qu'on peut créer un cluster avec des éléments de virtualisation, en fait? Donc, attends, je vais lire. Est-ce qu'on peut faire du big data en local? Donc, c'est exactement ce que je suis en train de faire là. Mais bon, ça, c'est fait le plus souvent, c'est pour des raisons de test. Vous voyez, par exemple, comme je suis en train de faire là, vous voyez là, j'ai pris le programme par défaut. Si vous partez sur la documentation d'Hadoop, si vous partez sur la documentation d'Hadoop, vous allez voir que sur la page d'accueil, même ils vous montrent exemple WordCamp. Et ils disent que cet exemple-là doit être fait sur un single node. Alors, un single node, c'est ce que j'ai implémenté sur ma machine, c'est-à-dire, vous avez une machine, vous installez Hadoop, ben, cette machine elle sera considérée comme un cluster, mais un cluster avec une seule machine. On appelle ça single node. Ben, on peut effectuer des petits programmes comme celui-là, celui qui compte les mots là, parce que c'est des programmes très basiques. C'est comme je l'ai dit, c'est comme le Hello World. Lorsque vous apprenez JavaScript, on va vous dire, ouais, console.log, Hello World. Voilà, ça représente Hello World en Big Data. Mais bien sûr, pour des problèmes plus sérieux, vous n'allez pas faire ça sur votre machine, elle n'est pas assez puissante. Il vous faut des serveurs puissants. Il vous faut plusieurs machines pour pouvoir distribuer les traitements. Parce que la distribution, c'est elle qui apporte la vitesse. Je vous ai pris l'exemple de Google. Lorsque vous recherchez sur Google, ben, la réponse est rapide, simplement parce que votre recherche, elle n'est pas exécutée par une machine, elle est distribuée par des milliers de machines, ce qui veut dire que c'est très rapide. Donc, vous pouvez faire un cluster sur votre ordinateur personnel, mais c'est pour des petits exercices, comme celui-là, WordCamp, des trucs comme ça. Ce n'est pas pour quelque chose de plus grand. D'accord. Donc, je pense que Yves Legrand, tu as eu la réponse à ta question. Donc, si tu veux réaliser un peu de big data en local, des tests et tout, n'hésite pas. Et même aussi, je peux ajouter quelque chose. Si tu veux vraiment faire ça en local, là, par exemple, j'ai fait ça vite, là, j'ai installé Hadoop sur ma machine et voilà. Ce que tu peux faire, si tu veux que ça ait l'air un peu réaliste, tu as deux solutions. Soit tu installes des machines virtuelles. Par exemple, tu vas installer, je ne sais pas, 5 machines virtuelles. Tu vas partager ton processeur entre toutes ces machines virtuelles. Et dans chaque machine virtuelle, tu vas installer Hadoop et tu vas le configurer de telle sorte que ça soit un multiple node, c'est-à-dire un cluster avec 4 machines. Bon,
4 machines, on enlève le name node. Donc, il y aura 3 machines pour les traitements, puisque le name node, il ne fait pas les traitements, c'est l'orchestre. Si tu as cette solution avec des machines virtuelles, ou tu as une autre solution, c'est avec Docker. Je ne sais pas si vous connaissez un peu Docker. Docker, c'est un truc là aussi, c'est un peu comme la virtualisation, mais ce n'est pas vraiment de la virtualisation, c'est-à-dire c'est un conteneur. Vous prenez quelque chose, vous pouvez prendre par exemple un serveur Apache, vous pouvez prendre ce que vous voulez, vous mettez ça dans un Docker, ça s'exécute comme si ça s'exécutait sur une machine virtuelle. Donc, tu peux faire plusieurs Docker avec plusieurs Hadoop et ça te fait un petit cluster. Mais toujours, étant donné que tous ces Docker-là et ces machines virtuelles, ça tourne sur ton ordinateur local, ça sert un peu à rien en fait, parce que si ton ordinateur a 4 Go de RAM, ben, c'est 4 Go de RAM qui vont se partager, c'est pas grand-chose. Voilà. Allô? Je sais pas, là, ça a été déconnecté ou quoi? Allô? Là, je vous entends plus. Voilà, le micro était coupé. Donc, là, comme je disais, la prochaine question, en fait, c'est le développeur BI. Il utilise quel langage de programmation? C'est vrai que là, pour la démonstration, tu as vu utiliser Java, mais est-ce qu'il y a d'autres langages spécialisés qu'un développeur BI utilise, en fait? Bon, alors, pour le développeur BI, comme je vous ai dit, en fait, il y a deux parties. Il y a la partie front-end, il y a la partie back-end. Moi, par exemple, dans l'entreprise dans laquelle j'ai effectué mon stage, j'étais sur les deux parties. Mais lors de la partie back-end, je travaillais avec Java. Avec Java. On travaille avec Java, mais vous pouvez travailler, je sais pas. Ah oui, vous pouvez aussi travailler avec Python. Vous pouvez travailler avec Python, mais Python, c'est plus pour développer des graphiques. Par exemple, je prends un exemple. Bon, je vais vous montrer une image, c'est mieux. On va voir un tableau de bord. Si vous avez, par exemple, un tableau de bord, voilà un tableau de bord, par exemple. L'idée, c'est d'afficher des graphiques comme ça pour montrer un peu, pour aider un peu les dirigeants à prendre des décisions. Si vous avez graphique comme ça c'est juste un exemple, mais il y a des trucs beaucoup plus compliqués. Vous voulez réaliser ce graphique-là. Ce graphique n'existe pas. Le logiciel que vous utilisez ne propose pas. Ben, vous pouvez utiliser Python pour développer ce graphique. C'est-à-dire, vous-même, vous allez le créer, le graphique. Ou bien, il y a des graphiques encore beaucoup plus complexes. Bon, là, il n'y a pas de vrais exemples. Mais sinon, il y a des graphiques avec des trucs et tout. Si vous voulez faire ça, vous le développez vous-même. Là, vous pouvez utiliser Python. Mais par contre, dans le back-end, on utilise plus Java. Je ne dis pas que Java est le seul et on peut utiliser les autres, mais c'est plus Java qui est utilisé, notamment grâce à l'outil Talend. Talend, c'est un outil qui est très populaire dans le monde de la business intelligence. C'est lui qui fait en sorte qu'on utilise plus Java parce que lui, il utilise Java. Si tu veux travailler avec Talend, tu dois savoir programmer avec Java parce que les programmes sont écrits en Java. Tu dois écrire tes programmes en Java, c'est tout. Donc voilà, donc pour ta question, moi j'utilisais Java. On va dire 70% utilisent Java, mais il n'y a pas que Java. Vous pouvez utiliser d'autres langages. D'accord. Donc, la question qui suit après, c'est de savoir, le Big Data, peut-être, voilà, dans quelle entreprise au Gabon pourrons-nous mettre en place une telle infrastructure, car il faut, en un mot, des centaines de terras ou bien, ensuite, il essaie un peu d'expliquer qu'il cherche vraiment à comprendre le truc. Donc, pour essayer un peu de résumer la question, est-ce que tu penses qu'on peut mettre en place des infrastructures pour la gestion du Big Data ici au Gabon? Et si oui, qui, par exemple, peut le faire? Alors, exactement, ça c'est une question très importante. Vous voyez, sur la fin de la présentation, je suis allé un peu très vite, je suis même allé très vite. J'ai survolé beaucoup de choses. Sinon, j'allais vous en parler. Le Big Data, c'est un domaine, c'est un très bon domaine, mais le problème avec le Big Data, c'est que c'est un domaine, c'est pas facile, ça coûte cher. On a vu des clusters là. Si vous essayez, par exemple, de louer un cluster, ça coûte très cher. On va vous dire, par exemple, une machine avec 1 téraoctet de RAM. On va vous dire $3,000 par mois. Alors, $3,000 par mois, vous voyez que c'est pas pour tout le monde. Et puis, vous allez faire avec 1 téraoctet de mémoire. Donc, le premier problème avec le Big Data, c'est que premièrement, il faut avoir des données, il faut avoir beaucoup de données. Et le deuxième problème, c'est le prix. Ça coûte très cher. Ce n'est pas n'importe qui va s'aventurer à faire du Big Data. Par exemple, dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, il y avait des données, mais bon, le plus gros volume de données avec lequel je travaillais, il faisait 21 gigas. 21 gigas. 21 gigas, on ne peut pas parler de Big Data. C'est vrai que c'est énorme. Bon, moi, je trouve que c'est énorme, mais pour le Big Data, c'est rien. 21 gigas, c'est rien du tout. Donc, voilà, pour le Gabon, je ne vois pas déjà, au Gabon, on n'est pas nombreux. On est 2 millions d'habitants. Donc, même si on dit, par exemple, pour la fonction publique, par exemple, ils ne vont rien faire avec une infrastructure Big Data avec des clusters et tout, ne pourront pas parce qu'il n'y a que 2 millions de personnes. Je suppose que les données des 2 millions de fonctionnaires gabonais
je sais pas, bon, je peux dire comme ça, mais je Bon, pense en pas. même temps, dans les 2 millions, tous ne sont pas fonctionnaires. Donc, Voilà, tu vois, c'est simple. Donc, pour le Gabon, même pas pour le Gabon, seulement pour l'Afrique en général, le seul domaine là où on utilise le big data, c'est la météo. Et même là encore, c'est pas nous qui faisons ça. Si vous regardez par exemple Gabon 24, les données météorologiques qu'ils affichent là, c'est pas l'État gabonais qui calcule ça. Ils prennent ça des API. Mais par contre, au Sénégal, eux, ils ont leur infrastructure. Ils ont leur infrastructure pour calculer leurs données météorologiques. Donc, eux, ils utilisent le big data dans la météorologie. Voilà un peu. Donc, je veux dire qu'en Afrique, en général, le big data est plus utilisé dans la météorologie parce que les autres secteurs-là, il n'y a pas un volume de données assez conséquent pour pouvoir déployer une infrastructure pour pouvoir les traiter. Donc, voilà. pour rebondir sur la réponse, bon, Ouais. cela c'est peut-être mon avis, mais je pense que vu l'évolution du numérique sur le continent africain, par exemple avec le mobile money et la manière dont les habitudes évoluent, je Ouais. pense qu'aujourd'hui on est quand même suffisamment, on est capable, on est plus d'1 milliard en Afrique, on est Ouais. capable de générer quand même un assez fort taux de données en une journée quoi, pour faire du big data, peut-être pas à l'échelle d'un pays, mais à l'échelle globale avec les multinationales. Parce que si on voit par exemple une entreprise comme Spotify attaquer le marché africain global, ça veut dire qu'à un Ouais. moment donné, les données, on va dire il y a déjà il y a du traitement qui est en cours, quoi. Oui, exactement, exactement. Il y a des données, il y a toujours des données, il y a des données. Mais le problème c'est que nos entreprises à nous, elles n'ont pas les moyens de gérer toutes ces données-là. Je prends par exemple l'exemple du Gabonais qui a créé le Facebook gabonais là. Ouais, lui, il a eu son idée, il s'est réveillé un matin, il s'est dit ouais, je vais créer Facebook. Mais ce qu'il n'a pas pensé, c'est que Facebook, c'est pas une petite histoire. Bon, là, ça marche encore parce que je sais pas, il doit avoir peut-être, je sais pas, je dis des chiffres comme ça, il doit avoir maximum 1000 personnes qui utilisent. Mais 1000 personnes qui utilisent, c'est rien. Mais imaginez maintenant si tous les Gabonais se mettent à utiliser ça. La manière dont on utilise Facebook, on utilise son application là, Wakanda. Il ne va pas s'en sortir parce que si nous tous on se connecte au même moment, ça va faire des centaines de milliers de connexions, ça va cracher, il va devoir déployer des infrastructures très conséquentes. Et je ne pense pas qu'il ait les moyens parce que ça coûte très cher. Je vous ai pris l'exemple tout à l'heure, là, si vous partez sur Internet, vous essayez de mettre Big Data, vous allez voir une machine de 1 Tera, c'est plus de 3000 €. Et 1 Tera, c'est rien. Si vous voulez gérer même déjà plus de 100 000 requêtes en même temps, il vous faut au moins, je sais pas, au moins une bonne dizaine de machines. Donc voilà, ça coûte très cher. Bien sûr, il y a des données en Afrique, mais on n'a pas les moyens de gérer ça. Voilà pourquoi, comme tu dis là, c'est des entreprises étrangères parce qu'elles ont des milliards de dollars, elles peuvent investir dans ces infrastructures-là, quoi. Tu vois un peu. Donc, on n'a qu'à souhaiter qu'après, ils nous transfèrent la connaissance et le matériel pour ça. Voilà. Non, c'est pas la connaissance et le matériel. La connaissance, je pense qu'il y a la connaissance. Parce que ici, par exemple, au Maroc, hein, bon, il y a des gars qui maîtrisent. Hein, il y a des gars, quand tu entends parler, ils maîtrisent. Mais il n'y a pas. L'environnement n'est pas fait pour ça. Tu vois, ils maîtrisent, c'est bien, mais ils ne peuvent rien faire. Par exemple, lorsque j'ai quitté l'entreprise dans laquelle j'étais, il y a une fille qui est arrivée. Elle était venue pour me remplacer. Elle m'a dit qu'elle, en fait, elle faisait, je crois, data analyst. Elle faisait data analyst. Alors, data analyst, c'est un autre domaine du big data. Mais le problème, c'est qu'au Maroc, on n'a pas besoin de data analyst. Data analyst, c'est des personnes qui vont s'occuper des gros volumes de données. Ouais, ils vont faire des trucs vraiment. C'est des entreprises comme Google, Microsoft qui ont besoin de gens comme ça. Mais au Maroc, il n'y a pas ça. Donc, elle a été obligée de suivre une autre formation pour se spécialiser dans un domaine un peu plus simple. Elle a pris, par exemple, développement logiciel. Là, au moins, il y a la demande. Et c'est comme ça qu'elle a trouvé du travail. Donc, il y a la connaissance. Il y a des gens qui connaissent. Mais le problème, c'est les moyens. Il n'y a pas les moyens et le besoin aussi, quoi. D'accord. Donc, on va dire pour le moment, il n'y a pas de questions. Mais moi, Oui. Je ne sais pas si je vais retrouver la question. Non, là, je ne retrouve plus la question. Donc, pour le moment, il n'y a plus de questions. Est-ce que tu as pu résoudre le souci? Donc, oui, c'est bon. Donc, voilà, c'était un peu... Tu peux terminer. Oui, c'est bon. Donc, en fait, j'avais une erreur sur la commande là. Hein. J'ai créé le jar. Donc, alors, ça marche comment? Avec Adobe. Bon, déjà, j'ai sauté beaucoup de choses. Vous avez besoin de pas mal d'informations pour pouvoir un peu comprendre. Alors, ça marche comment? Adobe, il va découper les données. Lorsque vous uploadez un fichier sur le système de fichiers HDFS, il le découpe. Alors, vous pouvez configurer, vous pouvez faire des blocs de 64 MO, vous pouvez faire des blocs jusqu'à 1 giga parce que l'objectif, c'est d'avoir des fichiers qui soient traitables. Vous ne pouvez pas faire un fichier de 1 Tera, c'est énorme. Donc, maximum 1 giga. Donc, il va découper votre fichier et il va les placer sur les différentes machines de votre cluster, les différents name nodes, les différents data nodes, parce qu'il n'y a qu'un seul name node. Donc, c'est le name node qui va les placer.
Et voilà. Donc là, j'ai créé notre fichier pour tester. C'est celui-là. Celui-là, bonjour GDG, test, compte, mot, liste. Là, voilà, on va essayer de compter le nombre de mots là. Bonjour GDG. J'ai créé le jar. Le jar, il est là. wc.jar. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le jar sur Hadoop. On va d'abord créer un fichier. Je vais mettre un fichier. On va créer un dossier. Bon, déjà, le dossier, c'est input. Bon, on ne va pas créer le dossier, c'est pas grave, on va directement exécuter la commande. Pour exécuter la commande, qu'est-ce que ça se passe? Je vais prendre mon jar. Hein, là, c'est parce que j'ai développé avec Java. Si vous développez avec un autre langage, vous allez utiliser Hadoop Streaming. Vous allez prendre le fichier que vous avez généré et vous l'envoyez sur Hadoop Streaming et il s'exécute. Mais l'essentiel, la chose qu'il faut vous mettre en tête, peu importe le langage que vous développez, vous devez avoir deux fonctions. Une fonction map, hein, et une fonction reduce. Parce que ce sont les deux fonctions-là que le framework exécute. Vous voyez, par exemple, contexte. Contexte, cette classe, c'est cette classe qui vous permet d'interagir avec les autres éléments du framework. Bon, vous pouvez remarquer aussi qu'il y a des types un peu spéciaux. Là, on voit par exemple int_itertable. Alors, int_itertable, c'est que Hadoop, ils ont développé leur propre type. C'est-à-dire, dans l'infrastructure Hadoop, il n'y a pas int ou bien string. Là-bas, ils ont développé leur propre type. C'est pour des raisons de performance. Donc, int_itertable, là, c'est simplement, c'est le int qu'on utilise. Il y a aussi texte. Voilà, texte, c'est string. Il y a d'autres types. Là, c'est juste parce que l'exemple, il est simple, c'est tout. Donc, voilà. Peu importe le langage avec lequel vous développez votre programme, vous devez avoir une fonction reduce et une fonction map. Comme je vous ai dit, la fonction map, elle va s'afficher, elle va s'appliquer sur chaque élément de votre fichier. Elle va s'appliquer sur chaque bloc de votre fichier. Et la fonction reduce, elle va s'appliquer sur tous les blocs pour faire c'est-à-dire un résumé. Comme quand on a vu l'exemple sur JavaScript. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer le jar à Hadoop pour qu'il nous l'exécute. La commande pour interagir avec le système de fichiers HDFS, c'est HDFS, hein, DFS. Nous, on veut envoyer le jar. On va d'abord créer le fichier de sortie. Pour créer un fichier, c'est mkdir, ceux qui utilisent Linux. Lorsque vous êtes familier avec cette commande-là, mkdir, on va créer input. Hein. Voilà, on a créé notre fichier. Maintenant, on va prendre notre fichier test là, on va le mettre dans notre dossier input là sur HDFS. Copie. Forme locale, on veut copier. On veut copier test. On va le mettre sur Hadoop dans le dossier input. Donc, ici là, cette partie-là, ça, c'est l'arborescence sur HDFS et ça, c'est l'arborescence de mon ordinateur. Donc, ce que je fais, c'est que je prends le fichier test, je le mets dans le répertoire input de HDFS. Voilà, c'est bon. Maintenant, si je veux voir si c'est bien fait, je vais faire la commande ls input. Voilà, on voit bien que notre fichier, il est parti. On peut afficher son contenu. C'est simple, c'est HDFS. On affiche 4 input test. Voilà, bonjour Big Data. Donc, c'est bien parti. Maintenant, on va envoyer le jar. Alors, pour le jar, la commande pour envoyer le jar, c'est Hadoop jar. Le nom de notre jar, je l'ai appelé WC jar. Après, une fois qu'on donne le nom de notre jar, on donne le nom de la classe principale. Donc, c'est-à-dire la classe principale. On donne le nom de la méthode. Ah ouais, c'est la classe principale. On donne le nom de la classe principale. Notre classe principale, c'est ça. WordCount. Bien sûr, si vous avez un programme plus complexe, parce que ceux-là, ils ont fait ça un résumé, ils ont mélangé les trucs. Si vous avez un programme avec plusieurs fichiers, il faut donner le nom de la classe qui contient votre méthode main. Ça, c'est pour Java. Pour les autres langages, vous appliquez vous mettez le nom de la classe qui a la méthode de démarrage. En Java, c'est main. Donc, vous donnez le nom de la classe qui contient la méthode main. Moi, ça s'appelle WordCount. Donc, on va copier-coller ça. WordCount. Et on met ça. WordCount. Maintenant, une fois que vous avez donné WordCount, vous donnez le nom de votre dossier input, c'est-à-dire le dossier dans HDFS qui contient votre fichier pour le traitement. Nous, c'est input/test. Voilà, ça c'est sur HDFS. Et vous donnez aussi le chemin du dossier de sortie, c'est-à-dire là où, une fois que Hadoop va terminer le traitement, là où il va mettre le résultat. Nous, on va mettre ça dans output.
On va mettre ça dans output, simplement. Et on exécute. Impossible de charger la classe principale JAT. C'est quoi ces conneries? Il faut mettre JAT, pas JAT. Voilà. Donc là, il travaille, il fait les calculs. Hein. Bien sûr, ça c'est un single node, donc il n'y a rien de spécial. C'est si vous avez un multiple node et si vous avez aussi un fichier conséquent. Là, on a créé un tout petit fichier, donc voilà, ça ne va pas mettre du temps. Si vous avez un fichier, par exemple, de 500 pétaoctets, là, c'est bien, ce sera intéressant, ce sera un vrai traitement big data, mais bon, ça coûte cher. Alors, il y a quoi ici, là? Ah, c'est bon, je crois qu'il a terminé. File output format. Voilà, il a terminé. On va aller voir le résultat. On a mis le résultat dans output. HDFS, DFS, LS. Output. Voilà, vous voyez, il a terminé. Voilà, success. Donc, le programme s'est bien exécuté et il a mis la sortie ici, là. Donc, ce fichier qu'il a généré, la part R00 machin, on va simplement afficher le fichier là. On utilise HDFS, DFS4. C'est pas input, c'est output par -R, 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, il a compté les mots. Maintenant, si on affiche notre fichier de départ, voilà, vous voyez qu'on avait bien bonjour, GDG test, compte, mot, liste. Et voilà, il a compté bonjour 1 parce qu'on n'a qu'une fois bonjour, compte 1, on n'a qu'une fois compte, et mot 2 parce qu'on a 2 fois mot. Donc voilà, vous voyez que ça s'est exécuté relativement vite. Alors là aussi, je dis une erreur parce qu'en fait, il y a un paradoxe. Hadoop, lorsque vous l'utilisez avec des fichiers tout petits, par exemple, on a utilisé un fichier, il ne fait même pas 1 kilooctet, ben, ce sera plus long que utiliser avec un fichier de 1000 gigaoctets, simplement à cause du fait qu'il est créé pour s'exécuter avec de grands volumes de données, en fait. Donc ça, en fait, ce n'est pas un bon exemple. Il nous fallait un fichier avec des centaines de pétaoctets de données. Donc voilà, quand on va s'arrêter là. Mais bien sûr, je voulais vous montrer beaucoup d'autres choses. Je voulais aussi faire avec vous la démo d'une base de données, de NoSQL. On allait voir une base de données qui s'exécute en mode distribué et une autre base de données, clé, une base de données en colonne qui s'exécute en mode distribué et une base de données qui fonctionne genre comme les bases de données relationnelles là, mais dans un environnement distribué. Mais bon, à cause du temps, peut-être une prochaine fois, on va voir tout ça. Et aussi, je tiens à vous préciser que tous les autres outils que je vous ai présentés là, les Hadoop, les bases de données NoSQL, c'est des technologies à part entière. Là, on a fait que survoler ça. Sinon, c'est des trucs, c'est beaucoup plus complexe que ça. Là, j'ai juste parlé de ça vraiment de façon basique. Il y a pas mal de choses à dire dessus. Donc, voilà, quoi, c'est bon. S'il y a d'autres questions, on peut répondre. Ok, donc merci, Govan. Je ne sais pas si on peut applaudir, je ne sais pas si il va ouvrir le micro pour applaudir, mais moi j'applaudis d'abord. C'était une très bonne présentation. Merci pour les différentes informations. Je pense qu'aujourd'hui, on dormira un peu moins bête par rapport au Big Data et par rapport à comment ça fonctionne et ce qui peut être fait. Je pense qu'on avait déjà posé la plupart des questions. Il n'y en a pas eu de nouvelles. Ouais. Je sais pas. Dernière question, comment tu te sens après tout cela? Comment? Comment tu te sens après tout cela? Après quoi? Après cette prestation aussi fabuleuse, merveilleuse. Moi je voulais... regardez, j'ai préparé... attendez, c'est où? J'ai préparé beaucoup de choses là. Hein, mais le reste là, vous voyez... Mais bon, à cause du... Mais je pense que le document sera partagé. Après, tu es dans le groupe. S'il y a une question, forcément, la question va remonter à ton niveau. Hein. De toute façon, tu vas voir la question dans le groupe, tu réponds. Ça te concerne. Quand on va dire le Big Data, ça se passe comment et tout. Pas de problème, pas de problème. En tout cas, voilà, quoi. C'était bien, voilà. Et puis, ça m'a permis aussi de faire la recherche, quoi, parce que le Big Data, en fait, c'est un domaine que j'aime bien, mais à cause du fait que ça coûte cher en fait, parce que voilà, nous quand on teste ça, on ne peut tester ça que là, soit avec Docker, soit avec des machines virtuelles, mais c'est des toutes petites machines virtuelles, on ne voit pas vraiment la puissance du truc, on ne voit pas vraiment l'importance du truc, mais sinon, c'est des bonnes choses, mais ça coûte cher, donc voilà pourquoi les gens ils délaissent ça, ils préfèrent laisser ça, ils vont peut-être se concentrer sur juste le développement ou bien des trucs simples, quoi, des trucs qui sont abordables, ça c'est des trucs vraiment, c'est cher.
Voilà. Ok. Donc, bon. Donc, je pense qu'il n'y a plus de questions. Je pense qu'il y aura un match retour quand même. Il faut un match retour pour rentrer dans les précisions et ça doit être vraiment une session beaucoup plus technique sur le big data pour rentrer vraiment. Ouais, Même parce si qu'il y a pas mal d'outils. même si Il y a pas mal c'est à petite échelle, je pense qu'un match retour s'impose par rapport à ça. Ouais, il y a pas mal d'outils autour de ça. Je voulais vous présenter un peu la plupart d'outils. Là, par exemple, j'ai préparé quelques bases de données NoSQL. C'est des bases de données très intéressantes. Je ne sais pas, par exemple, si vous avez déjà utilisé MongoDB. MongoDB, c'est une base de données. Elle stocke ces informations comme des fichiers Java, des objets JavaScript. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, avec MongoDB, vous ne vous fatiguez pas en train de définir une structure et tout. Non, non, vous avez votre information, vous prenez et vous la stockez. Et aussi, ce qui est bien avec cette base de données, c'est qu'il n'y a pas besoin de créer une table en amont. C'est-à-dire, vous développez votre logiciel et c'est au moment où vous insérez votre première information qui va créer la collection. Là-bas, on ne parle pas de table, on parle de collection, qui va créer la collection souhaitée. Donc, voilà un peu. Il y a beaucoup de choses autour du Big Data. Voilà. D'accord. Donc, sur ces mots, je pense qu'on va clôturer. Donc, je tiens d'abord à te remercier, toi, à remercier également les différents organisateurs qui ont permis la réalisation de cet événement. Ce fut un grand moment d'apprentissage et de partage. Comme je disais tantôt, le Big Data, pour la plupart d'entre nous, on connaissait juste le nom. On avait juste des échos ici à gauche, à droite, des données, des bases de données. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a eu des réponses à certaines questions qu'on se posait déjà en amont. Donc, je ne sais pas si tu as un dernier mot, un dernier conseil par rapport à ça, à nous transmettre avant de complètement clôturer l'événement. Bon, le dernier conseil que je peux vous donner à propos du Big Data, c'est que le Big Data, c'est un bon domaine. C'est vraiment, c'est très bien, c'est indispensable. Hein, si vous voulez faire quelque chose de bien, hein, quelque chose de sérieux, ben, il vous faut maîtriser, bon, pas maîtriser, il vous faut connaître le Big Data et les outils qu'il y a autour. Parce qu'avec ces outils, vraiment, on peut faire des trucs formidables. Hein. Mais voilà, mais comme je vous ai dit, l'inconvénient, c'est qu'il va falloir un peu savoir se débarrasser des choses qu'il y a dans notre portefeuille là, quoi, parce que c'est pas une petite histoire, quoi. Voilà, c'est tout. Ok. Et donc, moi, personnellement, j'ai envie de te remercier par rapport au pétaoctet. Je ne savais pas que ça existait déjà. Je pensais qu'on était encore dans le terrain. Si on est déjà au pétaoctet, c'est une très bonne nouvelle. Ça s'arrête pas là. Il y a pétaoctet, il y a xénaoctet, il y a… Oh. Ça parle là. Moi, je m'arrête d'abord à pétaoctet. Le reste, oui. C'est mieux. Le reste au fur et à mesure. Donc, vraiment, merci beaucoup pour ta présentation. Merci à tous ceux qui ont participé à cet événement, qui ont posé des questions. N'hésitez pas à liker sur Facebook, Twitter, à partager l'événement. Je tiens juste à préciser, l'événement a été enregistré. Donc, si vous voyez votre visage ou votre nom quelque part, ne soyez pas surpris. Hein, Cécilia, c'est ça? J'ai besoin de ta confirmation, Cécilia. Oui, c'est ça. OK. Donc, vraiment, merci. Et on vous souhaite une bonne soirée. On vous donne rendez-vous au prochain événement de GDG qui, je pense, arrivera le plus tôt possible. Ouais. Donc, merci et bonne soirée.